20h14 sur Europe 1 Soir Week-end en compagnie de Charlotte Dornelas et d'Adrien Matou. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Journaliste au JDD, Charlotte Dornelas et Adrien Matou, directeur adjoint à Marianne. Merci d'être avec nous ce soir sur Europe 1. On va parler pour commencer de la situation au Proche-Orient. La période de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas prend fin officiellement cette nuit. Et nous sommes en direct avec le colonel Olivier Rafovitch, porte-parole de l'armée israélienne. Bonsoir colonel, merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Bonsoir, merci de m'inviter dans votre émission ce soir. Colonel Rafovitch, la première phase de la trêve entamée dans la bande de Gaza le 19 janvier dernier touche à sa fin alors que les discussions en vue d'une prochaine étape de cet accord semblent au point mort. Ça veut dire concrètement que les opérations militaires vont reprendre dans l'enclave palestinienne ? La chose que je peux vous dire, c'est que pour nous en Israël, la priorité absolue est le retour de tous nos otages, ceux qui sont vivants et ceux qui ne le sont plus. À l'heure où nous parlons, il y a encore 59 otages aux mains du Hamas, dont 24 sont toujours en vie. Et à l'heure où nous parlons, encore une fois, c'est l'échelon politique en Israël au plus haut niveau qui gère ce dossier d'une sensibilité extrême, comme vous pouvez le comprendre. Et donc, au-delà de cela, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus à l'heure où nous parlons. L'objectif principal, on comprend, reste leur libération. Cette libération sera-t-elle possible sans une prolongation de l'accord de trêve, colonel Rafovitch ? Écoutez, la trêve a fait que nous avons récupéré 33 otages vivants et morts, comme vous le savez. Il y a eu des violations de l'accord de la part du Hamas durant cette trêve. Il y a eu des simulacres de cérémonies qui ont fait beaucoup de mal. Vous le savez aussi, nous avons également eu cette terrible nouvelle des corps de la famille d'Ibas, les enfants Kfir et Ariel qui ont été assassinés durant leur captivité. Nous avons également reçu le corps avec un retard de leur maman, de Chéri. Tout cela réuni a fait que malgré tout, les échanges et les arrangements entre les deux côtés ont été respectés. Israël a respecté tous ses engagements concernant l'échange de terroristes détenus en Israël contre des otages israéliens. Encore une fois, alors nous parlons, nous voulons en Israël, je répète, le retour de tous les otages israéliens, ceux qui sont vivants et malheureusement ceux qui ne le sont plus. Colonel Olivier Rafovitch, une enquête de l'armée israélienne sur les attaques terribles du 7 octobre 2023 a été rendue publique hier. Cette enquête met en lumière d'importantes erreurs de Tsahal. Plus que des erreurs, elle parle même d'échecs complets. Vous avez raison, nous sommes une démocratie en guerre. Nous avons l'obligation, le devoir d'être d'abord et avant tout transparent envers notre peuple, le peuple israélien qui a subi la pire des attaques surprises depuis que nous existons. Le jour du 7 octobre 2023, 1320 Israéliens ont été tués, assassinés, certains ont été violés, 251 personnes ont été ce jour-là kidnappées, certains vivants et certains morts. Alors nous parlons, il y a encore des corps aux mains du Hamas, et c'était une obligation pour Tsahal de conduire des investigations, des enquêtes. Et effectivement, nous parlons ici d'un échec colossal, une attaque surprise qui n'a pas été vue alors où elle aurait dû être vue par le renseignement israélien, qui a aussi échoué ce jour-là, et même avant. Il y avait ce qu'on appelle une faute dans la perception de l'ennemi, de ses intentions. Et nous avons repris le 7 dans la soirée et puis ensuite le contrôle de la région. Mais il est clair que un tel drame dans notre histoire oblige Tsahal à une vérification interne, à une critique même interne. Et les conclusions de cette investigation, de ces investigations plurielles, vont également être transférées d'ici quelques jours au nouveau chef d'état-major qui a été nommé, le général Eyal Zamir, qui prendra les dispositions nécessaires par rapport à ces conclusions. Mais encore une fois, c'est une obligation et un devoir pour l'armée israélienne de rendre des comptes d'abord à la population israélienne, aux soldats israéliens et à toutes les victimes de cette terrible guerre. Comment ces conclusions, et ce sera ma dernière question, comment ces conclusions sont-elles vécues d'abord au sein de l'armée israélienne et puis d'une manière plus globale dans le pays ?
Écoutez, je vais peut-être vous surprendre, mais je vais vous dire qu'elles sont vécues comme, encore une fois, une obligation. Peut-être, certains voulaient même qu'elles arrivent avant, peut-être. En tout cas, il est clair que lorsque le chef d'état-major lui-même, celui qui est maintenant va bientôt quitter ses fonctions, le général Herzi Halevi, dit qu'il est responsable et qu'avec lui, il est responsable et de manière générale sur cet échec colossal, encore une fois, qui a été cette attaque surprise du Hamas contre Israël, eh bien, donne à Israël et aux Israéliens, mais surtout à l'armée israélienne, un sentiment, je dirais, d'honnêteté, mais également de force. Car seul quelqu'un qui est fort peut se permettre de subir une critique, même acerbe, comment dire, en amener les conclusions, pour comment dire, réparer, améliorer, car nous devons toujours en Israël, comme vous le savez, être prêts à faire face à des menaces nouvelles. Et encore une fois, cet échec colossal nous oblige à réviser, à regarder et à améliorer Tsahal pour l'avenir. Merci beaucoup, colonel Olivier Rafovitz, porte-parole de l'armée israélienne, d'avoir été avec nous dans Europe 1 Soir Week-end. Merci à vous. Adrien Matou, Charlotte Dornelas, peut-être une réaction sur ce qui vient d'être dit par le colonel Rafovitz à quelques heures donc de la fin de cette première phase de l'accord de trêve, et puis avec ces révélations, cette enquête qui a été publiée, rendue publique hier sur les erreurs commises par Tsahal lors des attaques du 7 octobre 2023. Adrien Matou. C'est là qu'on voit effectivement, le colonel l'a dit, la spécificité d'une démocratie en guerre qui a le recul sur ses propres erreurs. Après, on le savait quand même depuis des mois, qu'il y avait eu des graves défaillances dans l'armée et également dans le renseignement. La question, c'est de savoir si ça va avoir des conséquences, non pas au niveau de l'armée, mais au niveau politique, parce qu'il y a quand même un blocage. Alors évidemment, je ne mets pas les deux au même niveau, mais il y aura toujours un blocage tant que le Hamas sera au pouvoir à Gaza, et il y aura toujours un blocage aussi, même si je ne le mets pas au même niveau, si Netanyahou et ses amis sont au pouvoir en Israël, parce qu'on est quand même sur deux forces radicales, extrémistes, et qui quelque part se nourrissent l'une l'autre. Alors qu'on peut pas, encore une fois, non, je même si vous le dites, mais évidemment, voilà, il y a un agresseur et un agressé, c'est évident. En revanche, je vois pas de solution durable de paix tant que les deux pays, enfin la Palestine et Israël, qui est un État, seront représentés par ces acteurs-là qui sont finalement qui ont été les acteurs de ce conflit. Charlotte Dornelas. Oui, mais c'est juste sur les conséquences politiques de toute façon de la guerre elle-même, au-delà du rapport qu'il était important et qui était réclamé par une bonne partie de la population israélienne, de savoir qu'est-ce qui s'était passé exactement le 7 octobre. Et vous savez, au début, il y avait eu ces rumeurs plus ou moins avérées de pays qui avaient prévenu Israël. Est-ce que Israël avait écouté? Donc ça, c'est normal que la population ait envie d'avoir des réponses extrêmement claires. Évidemment. Après, sur la question qu'évoquait Adrien, je suis d'accord sur le plan politique, mais je pense que c'est même plus large et que c'est une question même populaire. C'est-à-dire qu'il y a un blocage de toute façon, mais quasiment ontologique en fait dans les populations sur ce conflit. C'est d'ailleurs ce qui le rend désespérant au sens profond du terme, c'est que d'un côté comme de l'autre, il y a une revendication de la légitimité première sur une terre. C'est, je pense, le pire. Alors, on le voit dans une moindre mesure en Ukraine, comme ça peut déchaîner les passions. Imaginez un conflit sur 70 ans avec une capitale que toutes les religions revendiquent. Donc il y a quelque chose d'extrêmement fort. Donc c'est vrai qu'il y a un caractère de guerre absolument désespérée qui dépasse de loin la question politique, même si je suis absolument d'accord sur la radicalité, on va dire, des forces politiques en présence sur le dossier lui-même. Donc à suivre. Et sur la question première, c'est-à-dire que là, pour l'instant, ils peuvent gérer en effet des phases de trêve qui sont déjà extrêmement importantes pour les populations civiles, c'est indiscutable. Et notamment pour la libération des otages. Pour la libération des otages. Et puis vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont l'habitude de dire que la guerre, on en parle légèrement jusqu'à ce qu'on la vive. Enfin, je pense que on se rend moyennement compte de manière générale, surtout nous, et tant mieux pour nous en l'occurrence, mais on parle beaucoup de guerre et de guerre un peu à l'ancienne, on va dire, qui reviennent dans le monde un peu partout aujourd'hui. Je pense que nous, on réalise pas l'horreur vraiment quotidienne de la guerre. Donc la trêve, c'est toujours une bonne nouvelle, évidemment, pour toutes les populations qui en bénéficient. Maintenant, on comprend dans le conflit israélo-palestinien, plus largement, que ces trêves, elles sont toujours d'une fragilité absolue, malheureusement.